Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 100% Paddock pour ce nouvel épisode hors série. Aujourd'hui, notre équipe 100% en bloc va revenir sur de l'histoire en Formule 1. Et pour cette édition, on retrouve autour de la table trois têtes que vous connaissez déjà et un nouveau, François, bienvenue. Donc c'est un plaisir les gars de vous avoir autour de cette table. Et on va tout de suite partir avec toi François, puisque tu vas nous parler d'une équipe qui n'est plus là aujourd'hui en Formule 1, mais qui a quand même beaucoup marqué l'histoire. Eh bien oui, c'est vrai, puisque quand on évoque les grandes écuries de l'histoire de la Formule 1, on va penser à des noms comme Ferrari, McLaren ou encore Williams. Mais dans le cœur des passionnés, une place particulière est réservée à l'écurie Lotus, symbole d'audace, d'innovation et également d'un certain romantisme britannique. L'histoire de Lotus en Formule 1 commence grâce à un homme qui s'appelle Chapman, ingénieur, pilote amateur et surtout inventeur de génie. En 1952, il fonde Lotus Engineering et quelques années plus tard, l'écurie fait ses débuts en Formule 1 en 1958 sous le nom de Lotus Team F1. Chapman n'est pas un patron comme les autres, il croit dur comme fer au That is right, alléger les voitures au maximum pour en extraire les meilleures performances. Rapidement, Lotus se distingue non seulement par sa compétitivité croissante, mais surtout par une approche technique révolutionnaire. Et justement, tu as parlé un petit peu de ce truc Light is Right. Et bien, est-ce que ça a en fait vraiment marché pour Lotus? Eh bien, quelques saisons plus tard, Lotus va se faire un nom, puisqu'en 1960, Stirling Moss offre à l'équipe sa première victoire en Grand Prix, mais c'est qu'en 1963 que le nom Lotus entre dans la légende grâce à un duo mythique du nom de Jen Clark au volant et Chapman à la conception. Cette année-là, la Lotus, première F1 monocoque, domine le championnat. Jim Clark remporte 7 des 10 courses lors de son premier titre qui sera constructeur et pilote. La collaboration entre Clark et Lotus reste l'une des plus emblématiques de l'histoire. Ensemble, ils remportent un titre en 1965, toujours avec une avance technologique impressionnante. C'est en 1968 que le destin frappe, puisque Clark se tue lors d'une course de Formule 2. Le choc est immense pour l'équipe, mais Lotus parvient à surmonter cette tragédie, notamment grâce à Hill qui remporte le championnat la même année. Lotus ne cesse d'innover puisqu'en 1970, elle va bouleverser le design de sa Formule 1 avec son nez plat et ses radiations latérales. Elle est en avance sur son temps car elle reste compétitive pendant plus de 5 saisons. Pilote charismatique Joe Shen domine la saison mais meurt tragiquement lui aussi lors des essais de Grand Prix en Italie. Il deviendra le seul champion du monde à titre posthume. Malgré ses pertes, Lotus poursuit sa quête d'excellence puisqu'en 1972, Fittipaldi remporte le championnat. En 1978, c'est au tour d'Andretti au volant de la Lotus 79, une voiture exploitant le concept de l'effet de sol, une invention majeure qui va révolutionner l'aérodynamisme de la Formule 1. Et évolution que d'ailleurs on peut retrouver encore aujourd'hui avec les voitures de cette génération-là depuis 2022. Jusqu'à la fin de l'année. C'est ça. Ouais, exactement. Puis cette même saison, ce sera aussi marqué par un nouveau drame, la mort de Ronnie Peterson à Monza. L'écurie est donc endeuillée, mais le génie technique de Chapman, lui, va continuer de nous fasciner. Là, il va y avoir une décennie qui va apporter un grand tournant d'ailleurs pour l'écurie. Eh bien oui, puisque les années 80 sont plus difficiles pour Lotus. Colin Chapman va mourir subitement d'une crise cardiaque. Il va laisser l'équipe orpheline de son fondateur et également de son cerveau créatif. L'écurie survit grâce à ses sponsors et à des pilotes talentueux comme Mansell ou De Angelis, mais elle n'est plus au sommet. L'un des derniers moments de Lotus va survenir entre 1985 et 1986 avec l'arrivée d'un Brésilien au talent exceptionnel que tout le monde connaît. Bien évidemment, c'est Ayrton Senna. Avec des moteurs Renault Turbo et un châssis relativement compétitif, Senna va avoir plusieurs victoires spectaculaires avec l'écurie, dont certaines sous la pluie annonçant une légende à venir. Cependant, faute de moyens, l'écurie ne peut pas le garder face à des écuries comme McLaren ou Williams et il va quitter l'équipe en 1988. Les années 1990 vont continuer à montrer un long déclin avec l'écurie minée par des difficultés financières. Elle va changer de propriétaire à plusieurs reprises et va perdre en compétitivité. En 1994, Lotus va faire faillite. Une triste fin pour une écurie qui, en peu plus de 3 décennies, aura cumulé 7 titres constructeurs, 6 titres pilotes et plus de 70 victoires en Grand Prix. Le nom Lotus va heureusement pour nous revenir en 2010, mais dans un contexte complexe et polémique, une nouvelle équipe soutenue par le gouvernement malaisien utilise le nom de Lotus Racing, sans lien direct avec l'écurie historique. S'ensuit une bataille juridique entre Lotus Cars et l'écurie Team Lotus, relayée par Tony Fernandez. Finalement, Lotus
F1 Team reprend officiellement le nom entre 2012 et 2015 avec notamment Kimi Raikkonen qui va signer une victoire mémorable à Abu Dhabi en 2012. D'ailleurs, autour de Kimi Raikkonen, il y a une histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, Moi, surtout une histoire autour de son contrat Ouais. pour chez Lotus. Alors bien évidemment, grand pilote, etc. et tout, qui a été champion du monde pilote. Et en fait, Lotus, on lui ont proposé 50 000 euros par point pour arriver à le faire Et il a signer, marqué pensant... plus de 200 points. Il a marqué 204 points exactement. Donc c'est un petit peu d'ailleurs ce qui a ruiné un petit peu l'équipe. Ça, c'est clair. Mais il y avait eu des petits problèmes aussi, il me semble, comme quoi, comme ils n'arrivaient pas à le payer, il avait menacé de ne pas concourir à l'avant-dernier GP de la Ça, saison. il avait- Ils avaient trouvé un accord. Ils avaient trouvé un accord et d'ailleurs même il n'a pas été payé l'entièreté. Il a laissé Lotus ne Ouais. pas payer l'entièreté parce qu'ils n'avaient pas les moyens et ça allait les faire disparaître de la Formule 1. Sa fin est quand même assez horrible à Raikkonen en 2013 où d'ailleurs après il se fait rétrograder en tant que pilote numéro 2 avec Grosjean et à la fin de c'est à la fin de son contrat il part directement chez Ferrari et le dernier Grand Prix il abandonne d'une façon pitoyable quoi. Donc c'est un peu triste. Surtout que malgré donc, des résultats honorables et une forte popularité, l'équipe va rester fragile financièrement et en 2015, elle va se faire racheter à nouveau par Renault qui efface définitivement l'appellation Lotus de la grille. Il est donc rare qu'un nom évoque autant de souvenirs, de rêves et de drames. Lotus est une écurie à part, portée donc par un visionnaire, habité par le génie et secoué par la tragédie. Bien que disparue aujourd'hui, elle reste une référence incontournable pour nous passionnés de Formule 1, souvent citée par des ingénieurs, les journalistes et les passionnés comme l'écurie la plus innovante de l'histoire de la Formule 1. Lotus, c'était donc la vitesse, l'intelligence et l'émotion. Merci François pour cette chronique. Et les gars, vous en pensiez quoi justement un peu de ce parcours de Lotus en F1 qui a un petit peu 3 airs, on peut dire, presque en Formule 1. Vous en pensez quoi? T'en penses quoi toi, Nolan? Franchement, déjà, c'est quand même assez fou que cet héritage, justement, ait dépassé les pistes et soit retrouvé sur nos routes, hein, franchement. Ça, déjà, c'est la première chose. Et puis après, c'est vrai que aujourd'hui, on a toujours des noms historiques. On a McLaren qui est de retour au sommet. On a Ferrari aussi, qui, reviennent un petit peu à retrouver de sa superbe, mais ils sont toujours là. On a Williams, là aussi, on parle d'écuries en difficulté. Williams, c'est pas les derniers. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que Lotus, bien qu'il ne soit plus dans le paddock, ça reste aujourd'hui un nom dont tous les passionnés de F1 se rappellent et en ont un souvenir quasiment intact. Et d'ailleurs, petite information, ça a été dévoilé il y a quelques semaines qu'un fonds d'investissement du Koweït avait racheté le nom Team Lotus pour essayer de faire venir l'écurie dans les prochaines années en tant que 12e écurie. Alors on sait que déjà les équipes ne sont pas contentes qu'il soit 11 avec l'arrivée de Cadillac, donc on peut se dire qu'il y a de grandes chances que ça ne se fasse pas. Mais à voir, ça reste toujours possible. Domenicali avait bien fait comprendre que là il n'y avait plus de place actuellement. C'est ça. C'est surtout que le gâteau se partageait en 10, là il va devoir se partager en 11, donc ça fait moins d'argent à chaque... Peut-être en 12 si ça vient se concrétiser. Donc Voilà. Ça peut paraître encore un petit peu compliqué. On va parler justement avec toi, Nolan, parce que c'est l'anniversaire du premier titre chez un constructeur italien, d'un grand pilote de l'histoire de la Formule 1. Le plus grand. On a évoqué son nom il n'y a pas très longtemps. Mercredi dernier, ça faisait 25 ans que l'une des plus féroces périodes de domination de l'histoire de la Formule 1 s'enclenchait. Après 3 années de désillusion, ça y est, c'est la bonne. Michael Schumacher effectue son retour au sommet avec Ferrari. Donc pour lui, c'est évidemment son 3e titre mondial. Mais pour la trouve derrière, ça faisait quand même 21 ans qu'on attendait ça. Le dernier titre remontait en 1979. À l'époque, c'était Jody Scheckter qui s'était imposé avec une Ferrari 312T. Quand on fait le comparo avec la F1 2000, on voit bien qu'il y a un monde d'écart entre ces deux titres. Alors, on va quand même rappeler qu'en 99, Ferrari avait remporté le titre constructeur et que Schumi était d'ailleurs pas passé loin d'être sacré champion du monde. Blessé. Voilà, C'est la une blessure qui l'a probablement éloigné du titre. Mais en tout cas, voilà, on sait tous que ce qui compte à F1, c'est le titre pilote. Et ça, Schumacher l'avait visiblement bien compris, puisque la saison 2000, il attaque avec 3 victoires de suite. Les 3 premiers Grands Prix du calendrier, il les remporte. Donc l'Australie, le Brésil et Saint-Marin. Au bout de 8 Grands Prix de Kaiser, il en était déjà à 5 succès. Donc le 22 juin 2000, après le GP du Canada, il comptait 22 points d'avance à une époque où la victoire ne valait que 10 points. C'est important de le rappeler. Puis la saison va se passer plutôt bien. Il roule quand même sur le titre un peu sans problème, quoi. C'est ce qu'on croyait justement à ce moment-là. Mais en fait, la tendance va un petit peu s'inverser, puisque là, il y a un petit peu l'impensable qui se produit. 3 abandons consécutifs pour Schumacher, dont un abandon à domicile, entre guillemets, en Allemagne. Et là, justement, ça profite à Mika Häkkinen, qui est à ce moment-là double champion en titre, avec notamment une victoire iconique à Spa-Francorchamps avec le double dépassement sur Schumi
et Zonta. Et à partir du GP d'Hongrie, donc le 13 août 2000, le Finlandais volant prend la tête du championnat. Donc là, c'est un petit peu la panique en Italie. Mais justement, Schumi redresse la barre devant les tifosi à Monza en signant la 41e victoire de sa carrière, ce qui lui permet au passage d'égaler un certain Ayrton Senna, dont on parlait tout à l'heure. Et après ça, donc, direction les États-Unis, où en plus de gagner, Schumi, on va dire, assure le spectacle, puisque il inflige une pénalité, entre guillemets, lui-même de 10 secondes à David Coulthard. Il fait mine de partir, ce qui provoque un départ anticipé de Coulthard, et donc ça lui permet quasiment de rouler vers la victoire à Schumacher. Et ça lui donne donc une première bague de match pour le titre à Suzuka. On peut se dire qu'à cette période-là, la F1 aimait bien les finales à Suzuka quand même. C'est vrai que dans l'histoire, on rappelle que c'est donc 13 titres qui se sont joués au Japon, dont 12 à Suzuka. C'est quand même énorme. Et justement, à ce moment-là, quel est le contexte un petit peu de cette course? Alors, on est à l'avant-dernière course du calendrier. Schumi a 8 points d'avance. S'il gagne ce Grand Prix, c'est terminé. Il est champion du monde. Mais ça, il y a quelqu'un qui l'a bien compris, c'est Mika Häkkinen. Donc voilà, on rappelle, il est qu'à 8 points de Schumacher. Et dès la séance de qualif, on comprend que ça ne va pas être facile pour l'Allemand en tout cas, puisque certes, le Kaiser décroche la pole, mais seulement pour 9 millièmes d'avance. Donc voilà, on sent que le dimanche va être tendu. Et c'est le cas dès le départ, puisqu'il perd la tête de la course. Häkkinen prend la tête dès le départ. Schumacher essaie de lui fermer la porte, il n'y arrive pas. Et donc il va rester derrière Häkkinen pendant quasiment toute la course. On part sur un Grand Prix à 2 arrêts. Le premier se passe sans problème pour le Finlandais. Et c'est à partir du second que tout va changer. Puisque Häkkinen rentre au stand et Schumacher lui décide de rester en piste 2 tours supplémentaires exactement. Et à partir du moment justement où Schumacher sort des stands après son deuxième arrêt, Häkkinen lui n'est qu'en train d'attaquer la fameuse dernière ligne droite. Donc du coup, Schumi réussit son overcut, prend la tête de la course, qui ne lâchera pas. Donc Schumacher roule vers son 3e titre individuel. À l'issue de la course, on l'entend crier « On l'a fait, Ross, tu es génial, vous êtes tous géniaux ». Mais ce Ross, c'est qui ? Mais en fait, c'est Ross Brawn, c'était le directeur technique de l'écurie. C'est lui, en gros, qui a ordonné à Schumi de tenter l'overcut. Et d'ailleurs, la course s'est un petit peu gagnée aussi dans les arrêts au stand, puisque McLaren avait fait un arrêt de 7 secondes 4. À l'époque, c'était déjà considéré comme long. Ferrari avait fait un arrêt de 6 secondes, donc il y a quand même un sacré petit écart. Et d'ailleurs, peu avant son accident de ski, Schumacher expliquait dans une interview « De toute ma vie, jamais je n'oublierai le message radio de la part de Ross. J'étais dans la voie des stands après mon deuxième arrêt et il a dit à la radio « Ça sent bon, ça sent bon ». J'étais très tendu et je m'attendais à ce qu'il finisse par dire « Ça sentait bon ». Mais au final, il a lancé « Ça sent sacrément bon ». Voilà, donc ça c'était pour la jolie petite histoire. Et les derniers mots de cette chronique ne seront pas les miens, plutôt ceux de Jean Todt, quand même le célèbre français de cette histoire. Interviewé par TF1, il avait lâché cette phrase que je trouve absolument iconique. Ce qui est sûr, c'est que je n'entendrai plus que Ferrari n'a plus gagné depuis 21 ans, et ça va me soulager. Voilà. Non, c'est clair, titre magnifique quand même, celui-là de Michael Schumacher, qui va en gagner après 4 d'affilée encore plus. Donc c'est le dernier pilote à avoir gagné, c'est le dernier seul qui va avoir gagné 5 d'affilée. 5 d'affilée, il me semble que c'est le seul. 5 d'affilée, oui. Parce que 4, il y avait Hamilton Ouais, et Vettel, il me c'est- semble. c'est- 5 c'est le- champion du monde, mais il n'a pas Mais fait ouais, comme non, Je crois que c'est le seul 5 d'affilée. c'est le le- seul. c'est Non, le Hamilton, seul. il en a fait 4. 4 et Ouais, Vettel. Ouais, c'est le seul à en avoir 5 d'affilée, donc quand même. Peut-être que Il Verstappen était à peut deux le doigts faire. d'en Ouais, faire ils 5, disent, mais voilà. Débat ça. Non, mais- l'histoire, on a décidé autrement. Et voilà, c'est sûr que très belle année, sûrement une des plus belles peut-être C'est clair. pour Schumacher. Ah bah c'est clair. Donc, Même quand, avant son accident, on l'interviewait, il mentionnait souvent ce titre comme étant presque le plus beau finalement. Donc, parce que derrière, il y a une grosse domination. Donc, Mais c'est vrai que quand il est arrivé chez Ferrari, il partait de très loin, quoi, lui et Jean Todt. Donc bon, ce titre, c'est vraiment l'aboutissement d'un travail exceptionnel, il faut le dire. C'est clair. Et on va tout de suite après partir avec toi, Baptiste, parce que tu nous as parlé d'un Grand Prix historique. Ça a dû être un casse-tête d'en choisir qu'un seul parce que il y en a des dizaines et des dizaines. Petit spoil, on va retrouver Michael Schumacher dans ce Grand Prix là. Eh ben oui, Italie 71, Japon 76 et 90, Europe 97 et plus récemment Abu Dhabi 2021. On pourrait citer une flopée de courses complètement folles de par leur scénario ou leur dénouement. J'ai donc décidé de vous parler d'une course que nous n'avons pas connue puisque nous n'étions pas nés et qui est incontestablement restée dans l'histoire. Flashback, nous sommes en Belgique
à Spa-Francorchamps pour le 13e rendez-vous de la saison 1998. Après cette course, il ne restera plus que 3 Grands Prix. Nous sommes donc dans la dernière ligne droite pour le titre, qui se dispute entre Mika Häkkinen et Michael Schumacher déjà, donc, poursuivi par David Coulthard, Eddie Irvine et Jacques Villeneuve. Le Finlandais est leader avec 77 points contre 70 pour l'Allemand. La dernière séance d'essai libre est perturbée par quelques averses, mais les conditions météorologiques sont parfaites pour les qualifications. Mika Häkkinen signe la pole position pour seulement 16 centièmes devant son coéquipier chez McLaren, David Coulthard. Damon Hill débute en deuxième ligne juste devant Michael Schumacher, suivi par Irvine en P5 et Villeneuve en P6, qui a subi un gros crash pendant la séance. Avec des tels résultats en qualification, on peut se dire que ça risque d'être un Grand Prix quand même assez animé, non? Ça, tu l'as dit, et surtout, nous sommes en Belgique. Et bien en Belgique, il pleut, donc forcément la piste est totalement détrempée. Les conditions permettent un Grand Prix mémorable. Le départ est donné. Häkkinen se lance parfaitement. David Coulthard se rate et se fait prendre par Damon Hill et Michael Schumacher. L'épingle de la source est franchie sans incident jusqu'à la descente. David Coulthard perd le contrôle de sa monoplace et heurte le mur. Il rebondit en piste où ça devient le chaos total. Herbert part en tête à queue dans le même temps. Irvine et Wurz se rendent dedans avant que Panis, Diniz et Takagi ne rentrent en collision avec eux. Rosset s'encastre dans le tas et les réactions en chaîne du crash de Coulthard sont si nombreuses qu'il faudrait un microscope pour les analyser. 13 voitures sont impliquées alors que nous sommes à peine à 30 secondes de course. C'est le plus gros carambolage de l'histoire de la F1. 4 pilotes abandonnent pour cause de blessures ou car leur écurie ont vu 2 de leurs pilotes impliqués dans le crash et n'avaient qu'une seule voiture de rechange, c'est-à-dire un peu la situation inédite et lunaire qui est provoquée par ce départ. Drapeau rouge, il faudra attendre plus d'1 heure avant que la course ne reprenne. Mais s'il s'agit justement du plus gros crash, du plus gros carambolage de l'histoire de la F1, on peut se dire que le plus dur est passé et qu'après tout va pouvoir reprendre normalement, non? Et oui, d'autant plus que les 6 pilotes de tête restent les mêmes, ça ne bouge pas. Mauvais départ quand même des McLaren qui se font surprendre par Damon Hill. Michael Schumacher déborde Häkkinen sur sa gauche. À la sortie de l'épingle, l'Allemand dépasse le Finlandais sur l'extérieur qui touche la roue arrière droite de la Ferrari. Il part en tête à queue et voit son ancien coéquipier Herbert s'encastrer dans sa monoplace. Les 2 pilotes abandonnent et l'occasion pour Michael Schumacher est en or. Il vient de sortir son principal concurrent au championnat. Tour chaotique dans la suite pour McLaren, puisque dans le même temps, David Coulthard finit dans le bac à gravier suite à un accrochage avec Wurz. L'Écossais peut continuer, mais pas l'Autrichien qui est déjà le 7e pilote à abandonner. Une safety car est envoyée, elle dure 2 tours, et au restart, Damon Hill est pris en chasse par Schumacher qui l'attaque et prend la tête de la course au 8e tour. 3 tours plus tard, c'est finalement au tour de Jos Verstappen d'abandonner à cause de problèmes moteurs. La pluie devient diluvienne. Takagi et Villeneuve perdent le contrôle de leur monoplace. C'est fini pour eux également. Chaos total. Esteban Tuero abandonne aussi à cause d'un problème de boîte de vitesse. Le carnage. Sous la pluie, le Baron Rouge s'envole et rattrape les pilotes avec un tour de retard, dont David Coulthard, qui ne se dégale pas pour laisser placer l'Allemand. Jean Todt, dont on a parlé juste avant, directeur de course de Ferrari, va voir McLaren pour leur faire comprendre que Coulthard doit laisser passer Schumacher. Il va finalement ralentir, mais dans le brouillard, Michael Schumacher ne le voit pas et tente de le dépasser par la gauche. Il perd sa roue avant droite en heurtant l'arrière de la McLaren. Les 2 pilotes sont contraints d'abandonner. Furieux, Michael Schumacher rentre au stand sur 3 roues, suivi par Coulthard. Il s'empresse immédiatement vers le garage McLaren pour aller en découdre. Personne ne parvient à le retenir. Une fois dans le garage, les insultes fusent. Schumacher accuse Coulthard d'avoir voulu le tuer. Les ingénieurs réussissent finalement à séparer tout le monde. Quand on dit que ce Grand Prix était chaotique, notamment pour Ferrari, parce que dans le même tour, Eddie Irvine finit dans les graviers et ne peut pas reprendre. La scène entre Schumacher et Coulthard est rejouée par Fisichella et Nakano. Il s'agira heureusement, on a envie de dire, du dernier accrochage de ce Grand Prix. Et des 22 pilotes qui se sont élancés sur la piste, ils ne sont que 8 à franchir la ligne d'arrivée. Il s'agit ainsi de la dernière victoire de Damon Hill, donc suivi par son coéquipier Ralf Schumacher et Jean Alesi. Et d'ailleurs, dernier podium en carrière aussi pour Jean Alesi, donc c'était un petit peu symbolique aussi comme Grand Prix. En coulisses, Michael Schumacher n'est toujours pas redescendu et va s'en prendre à l'écurie Jordan, qui a ordonné à son frère, Ralf, donc, de ne pas attaquer Damon Hill pour conserver le doublé. La suite, au final de la saison, vous la connaissez, Mika Häkkinen finit champion du monde devant le Baron Rouge.
Ah, c'est clair, course exceptionnelle en fait, de voir autant de pilotes abandonnés, c'est quand même assez dingue, même après ça. Donc non, c'est clair, c'est assez fou, quoi. T'en penses quoi, toi, François, de cette course assez dingue? C'est vrai qu'on Ouais. on aurait aimé pouvoir la vivre, quoi. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. J'aurais vraiment aimé pouvoir la vivre parce que je pense que ça aurait vraiment été extraordinaire à voir, puisque 22 pilotes et 8 à l'arrivée, ça fait quand même 14 qui n'ont pas pu. C'est dingue de se dire ça, quoi. Donc, j'ai le souvenir d'un Grand Prix que j'ai vu, je sais plus si c'était en Russie, où ils étaient 20 du coup au départ et au final 13 ou 12 à l'arrivée. Je sais plus si c'était c'était il y a En 4-5 Allemagne, ans en peut-être. Allemagne peut-être, Ouais. je sais plus. C'était 7 ou 8 déjà à pas avoir réussi à finir la course, et là 14, c'est vraiment fou de se dire ça, quoi. Et pour la dernière chronique, on va partir avec toi, Enzo, puisque tu vas nous parler de la plus grande affaire d'espionnage de l'histoire, plus grande affaire de triche. Et quelle histoire vas-tu nous raconter? Parce qu'il y en a plusieurs, mais celle-là est quand même assez exceptionnelle. Bah, vous ne vous doutiez quand même pas que j'allais venir ici sans vous parler du plus gros scandale de l'histoire de la Formule 1. Bien sûr, je parle du Spygate, une énorme affaire d'espionnage qui aurait pu coûter bien plus cher qu'en réalité. Nous ne sommes pas dans les films américains, mais bien dans le monde de la Formule 1. Pour cela, revenons en juin 2007, plus précisément à Woking, QG de l'écurie McLaren. Une femme vient se présenter dans une imprimerie avec un dossier de près de 800 pages. Cette personne veut récupérer tous les documents photocopiés, mais au moment de récupérer ses feuilles, l'imprimeur reconnaît un logo en bas de page. Est-ce que vous savez quel est ce logo? Je dirais qu'il a un fond jaune Ferrari. avec un cheval cabré. Eh bien, ce logo est très important. De couleur jaune avec un cheval cabré, c'est bien le logo de la Scuderia Ferrari. Après avoir imprimé, l'imprimeur rend les feuilles et demande l'identité de la personne. Trudy Coughlin, la femme de Mike Coughlin, designer en chef de l'écurie McLaren. Manque de bol, l'imprimeur est un grand fan de Formule 1 et comprend très rapidement la situation. Il s'empresse à contacter l'écurie italienne et parvient à obtenir l'email de Stefano Domenicali pour lui informer de la situation. On entre alors dans l'affaire du Spygate. Pour bien comprendre cette histoire qui est un peu compliquée, il faut remonter dans les années 90. Nigel Stepney et Mike Coughlin, deux designers ingénieurs, travaillent tous les deux chez Benetton. Leur relation est très bonne, mais les deux finissent par prendre des chemins différents et ensuite finir chez McLaren et Ferrari dans les années 2000. En 2006, après une demi-décennie de titres, Michael Schumacher, dont on a longuement parlé dans cette émission, annonce sa retraite de la Formule 1, ce qui engendre beaucoup de départs chez Ferrari, dont Ross Brown, t'en as parlé tout à l'heure. Nigel Stepney voit ça comme une opportunité et se propose pour devenir ingénieur en chef de l'équipe. Faute de diplôme, il se voit refuser le poste. Extrêmement déçu, il le fait savoir dans les médias et se voit même rétrogradé par les Rouges. Il n'assiste donc plus au week-end de course et doit travailler depuis Maranello. Il est rancunier, ce garçon, et donc il est soupçonné de sabotage au Grand Prix de Monaco en mai après que de la poudre blanche ait été retrouvée. Et pourquoi justement c'est Stepney qui a été directement soupçonné et pas un autre? Eh bien, la poudre blanche qu'on a retrouvée avait été également à son domicile, ainsi que sur ses vêtements. Donc, au final, il y avait peut-être que lui à soupçonner. La Scuderia porte plainte donc et fait automatiquement le lien avec l'email de tout à l'heure, et du coup le dossier de 800 pages, ainsi que les récents comportements de Stepney. Le 3 juillet 2007, Ferrari annonce le licenciement de Nigel Stepney et porte plainte contre un ingénieur de McLaren après la découverte du dossier. Mike Coughlin est arrêté par la police et suspendu de ses fonctions par McLaren. Voulant faire bonne figure, McLaren nie avoir connaissance de ces documents et invite même la FIA à vérifier directement à Woking. Mais entre-temps, les Coughlin parlent devant la justice et concluent un accord avec Ferrari de dire la vérité en échange d'un abandon de poursuite. Ils dévoilent que McLaren avait connaissance de ces documents et qu'il s'en était servi. Le scandale entre donc dans une autre dimension. Cela ne plaît pas du tout à la FIA qui convoque McLaren en instance pour potentielle infraction à l'article 151C du règlement qui seront considérés comme infraction au règlement en dehors des cas qui y sont prévus, tout procédé frauduleux ou manœuvre déloyale de nature à nuire à la sincérité des compétitions ou aux intérêts du sport automobile. McLaren est reconnu coupable, mais aucune pénalité n'est prise car on ne peut pas prouver qu'ils ont utilisé ces documents. La Scuderia est furieuse et décide de faire appel, mais avant cet appel, une bombe arrive dans les mains de la FIA. C'est d'ailleurs un truc autour de numéros de téléphone, d'appel, de SMS, et surtout ça implique des pilotes, je crois. Ça implique des pilotes. Tenez-vous bien, 280 SMS, 35 appels entre Pedro de la Rosa, pilote
test, troisième pilote de l'écurie McLaren, Fernando Alonso, qui est le deuxième pilote de l'écurie McLaren à cette époque, et Mike Coughlan, qui sont entre les mains de la FIA. Ces preuves ont été envoyées par ces deux pilotes qui ont décidé de témoigner contre leur propre écurie pour pouvoir se protéger. Parce que si jamais on apprend que le scandale, que McLaren est sanctionné, les pilotes pourraient perdre leur super licence pour triche. Donc parmi ces échanges, on retrouve énormément d'informations sur Ferrari, notamment l'état des pneus pendant les courses, la balance de frein, mais une conversation se démarque plus que les autres, celle entre Alonso et De La Rosa qui divulgue le nom de l'imposteur. Nigel Stepney transmet des informations à Mike Coughlan sur Ferrari. McLaren est donc reconnu coupable de tricherie et a enfreint le règlement. Mais donc sur cette fois-ci, ils ont été reconnus coupables, mais quelle a été leur sanction par rapport à la première fois? Eh bien, McLaren a été condamné à une amende historique de 100 millions de dollars, la plus grosse amende de l'histoire de la Formule 1 et peut-être même de l'histoire du sport. McLaren est également disqualifié du championnat 2007 et ne pourra plus marquer de points. Et l'écurie britannique voit son inscription pour la saison suivante suspendue, car on n'a aucune idée de l'impact de ces documents sur la voiture de 2008. Max Mosley, président de la FIA, trouve la décision gentille et aurait même suggéré un bannissement du sport jusqu'au prochain changement de réglementation. McLaren ne fait évidemment pas appel et les pilotes Hamilton et Alonso peuvent continuer leur bataille pour le titre car les points pilotes ne sont pas supprimés. La saison se termine et McLaren s'excuse publiquement en expliquant ses torts. Son inscription pour 2008 est donc confirmée. Cette histoire a également fait tomber Renault qui a effectué la même chose l'année précédente avec des documents confidentiels sur McLaren. Mais il a été impossible de prouver que l'écurie les avait utilisés, donc Renault n'a pas subi la même sanction. Concernant les deux personnages que je vous ai décrits en début de chronique, donc Nigel Stepney et Mike Coughlan, Nigel Stepney est condamné à 20 mois de prison. Cette histoire l'a énormément affecté et l'ingénieur se tue dans un accident de la route en 2014 où la piste du suicide est clairement envisagée. Concernant Coughlan, il est licencié de chez McLaren directement après le scandale, avant de rebondir chez Williams, on ne sait pas pourquoi, mais est vite remplacé en 2010. On parle donc du plus gros scandale de la Formule 1 dans une époque noire où il y avait beaucoup de triche, qui aura quand même coûté la vie à une personne. C'est clair, gros scandale. Il faut penser un petit peu près dans la même époque, au Crashgate. Ouais, un an après. Un an après, c'est ça. Toujours avec Alonso. Toujours avec Alonso, c'est toujours clair. là. Mais non, c'est clair, c'est quand même une histoire improbable quand on pense à la F1. Alors oui, il y a des histoires de triche sur quand à l'époque on faisait le plein d'essence pendant les Grands Prix, etc. Oui, et tout, oui. mais là, c'est quand même c'est un autre monde. Ah là, c'est... Franchement, c'est sacrément tiré par les cheveux. Mais ça a quand même existé. Donc. C'est ça. Puis vous en pensez quoi de la sanction qu'ont reçu McLaren à cette époque-là? Déjà, c'est mieux que NCIS, cette histoire, je tiens à le dire. Non, mais ce que je trouve fou, c'est aussi l'effet papillon qu'il y a de... en fait, si l'imprimeur n'était pas fan spécialement de sport auto, quoi, ça passait tranquillement. Et pour ce qui est de la sanction, bon, c'est évident, eux-mêmes, ils ont reconnu avoir triché, avoir enfreint les règles. Donc la sanction est lourde, mais elle est complètement justifiée. Et comme on l'a dit, elle aurait pu être bien plus lourde. Mais voilà, après je pense qu'ils ont voulu mettre une sanction exemplaire, mais pas non plus à ce que ce soit trop punitif jusqu'à punir d'une écurie quand même historique. Je pense que c'était à ce point-là. Peut-être si on avait parlé d'une plus petite écurie, peut-être que les sanctions ont été bien plus lourdes. Par contre, je pense que le nom McLaren a peut-être un petit peu joué dans les décisions, mais voilà, bon, après ils ont reconnu leur tort et donc ils ont été sanctionnés, ce qui est logique. C'est clair. Bon, tout de suite, on va passer un petit peu au quiz. Alors, préparez-vous parce que ça va pas être simple. Alors, c'est les mêmes règles que la semaine dernière, donc il faut attendre que j'ai fini de poser la question pour répondre. Et le premier qui répond, s'il répond juste, gagne un point. Et à la fin, il y a un qui est aussi, qui lui vaudra 2 points. Donc, tout peut se jouer là-dessus aussi. Alors, première question. En quelle année Fangio a gagné son premier titre? 51. C'est juste 51. J'allais dire 52 dans donc tous les cas. on en a parlé tout à l'heure, il a gagné 5 championnats pilotes, donc 1 en 51 et après 4 d'affilée entre 54 et 57. C'est ça, c'est exact. Non, là c'est très très fort Enzo, il mérite largement ce point. Baptiste, j'espère te voir aussi chaud que la semaine dernière quand même. Je suis un peu froid là, il fait frais dans le studio, je vais pas mentir. Alors là, ça peut être un petit peu difficile, c'est sur un pilote récent. Mais on ne connaît pas forcément trop. Sur quel circuit Bottas a eu sa première victoire? Russie.
Alors là, En 2017. Là, je suis impressionné quand même. Parce que je pensais que ça allait être la question la plus difficile. Et ouais, c'est ça, c'est exact. Notamment, il fait un départ de fou parce qu'il y a les 2 Ferrari en première ligne et il les grille directement. Et c'est ça qui lui permet majoritairement de gagner. C'est ça, donc réussi en 2017, à l'époque où il était encore chez Mercedes. Ouais. Là, donc, c'est la 3e question. Quel pilote en F1 a 32 victoires en carrière? Alonso. Ouais, encore bravo Enzo. Là, Il c'est. est trop rapide. Il a tiré les enseignements de la semaine précédente. Il est trop rapide là. très, je peux très pas. rapide. Il s'est fait engueuler par son père après l'émission et il a décidé de réviser pour cette fois-ci. Non, là, très fort, voilà. Je t'avais expliqué, il fallait avoir la ref. Il y a toute une histoire autour de la 33e victoire C'est ça. de Fernando Alonso. Donc, c'est pour ça que je pensais qu'elle allait trouver vite celle-là. Non, donc, on passe à la 4e question. Quel pilote a le plus haut pourcentage de pole position en carrière par rapport au Grand Prix? Celle-là Verstappen, je est crois. compliquée. Non, c'est pas Verstappen. Non, c'est pas Verstappen. Pole position. C'est par rapport au un Grand ancien pilote. Plus haut pourcentage par rapport au Grand Prix qu'il a effectué. Il a 56,86%. Senna. Non, Prost. Senna est deuxième. Prost. Prost Non. est plus loin. Senna est deuxième avec 40 et quelques pourcents. C'est pas Choumi, non? Non. Non, c'est pas chaud. On en a déjà parlé avant. Et il reste que Baptiste, là, tout le monde a dit. Oui, c'est vrai. Ouais, faudrait que je donne une On, réponse. on a déjà évoqué son nom dans l'émission. Cette émission-là. Cette émission-là. Oh, je suis tellement à la rue. Je vais dire Mika Hakkinen. Non. On a déjà C'est un évoqué son nom ancien dans l'émission. pilote. Est-ce qu'il est champion du monde ou pas? Il est champion du monde. Ok. Considéré Jacques en... Villeneuve. Non, Qu'on a évoqué. Damon Hill. non plus. Considéré en légende. Légende. Mais on est trop nuls là. Certains le classent dans le top 5 des meilleurs pilotes de l'histoire. Fangio, du coup. Fangio, Ouais. du Ah, coup, bien. c'est Fangio. ça. Ah oui. Bravo. Et oui, Ouais, non. mais les années 50. Oui, voilà, moi j'étais Ah pas ouais, du tout années c'est 50 clair. là. Il y a c'est- 5 grands prix Wow. par saison. Il n'y avait c'est pas pour ça, beaucoup de mais Grands Prix c'est par vrai. saison, mais donc en fait, il a 29 pôles en 51 Grands Prix, ce qui reste quand même une statistique Wow. qui est impressionnante. Après, C'est clair. faut pas oublier quand même aussi Senna qui a plus de 40% de pôles. Ouais, bah Senna, Qui- il. à une Là, autre déjà, époque, on en est plus. sur un À autre une type autre de époque, à une calendrier, en époque où plus. il y avait beaucoup Leclerc plus aussi doit être pas d'adversité. mal, non? Leclerc a 27 pôles de position et je crois qu'il est 10e ou 12e Ouais. pilote en termes de Après, il y a pourcentage. beaucoup de grands prix, c'est compliqué. Ouais, c'est Mm. ça. Alors là, donc, on va passer une question où on a ce Grand Prix quand même assez connu. Donc on part sur un Grand Prix. Quelle est la course la plus courte de l'histoire? C'est pas Monza 2021. Pas 2021, un seul tour. Et Bien oui, joué. c'est vrai qu'on pourrait penser à d'autres choses, mais ouais, c'est bien Spa 2021. La course Non, avait bien commencé, la course était bien finie sous safety car. Et Oui, d'ailleurs, c'est ça vrai. avait fait polémique, etc. Et tout, parce que Russell sur le podium, quoi. ça Russell sur le podium grâce à une qualification assez folle. Donc on va passer à la dernière question. Pour l'instant, c'est chaud parce que bon, on a Enzo à 3 points, François 2 François, deux. points et 0 points à ma Faudrait droite. qu'on marque et Là, après là, le là, qui faut est, se réveiller quoi. un Ouais. petit peu, quoi. Non, mais moi je laisse la victoire, c'est bon, j'ai gagné une fois, ça me va. Ouais, on est fair play. Là, ça va être question de précision. Combien de pole position ont Ferrari en F1 à 10 près? À 10 près. Ils ont 1116 GP dans leur histoire. Putain, je connais les victoires, mais alors les pôles. Ouais, les pôles, c'est. Combien ont-ils de pole? 160. Non. Non, pas autant. Il y a 1116 Non. GP. Ah oui, non. J'ai envie de dire 330. 280. Non, mais c'est proche. Ouais, ouais. On n'est pas à 10 près. 300. On n'est pas à 10 près. Non, c'est moins. 200. 265. 250, il l'a dit Ouais, avant. ouais. C'était 254. Premier point pour Baptiste qui se réveille un peu. Il peut Et y c'est avoir... 246 victoires et Ouais, 254 c'est ça. pôles. Ok. C'est exact. J'avais le chiffre des J'avais les aussi. victoires aussi, mais. Et la moitié des pôles convertis, pas convertis, c'est Charles Leclerc. Ouais. Peut-être un peu. Et là, donc, on va passer au qui est. Alors, préparez-vous. Je suis né le 11 juin 1939 en Écosse. Ma carrière en F1 a commencé en 1965. Jackie Stewart. Bah alors là, Alors là, il y a- je peux juste Alors, faut applaudir. s'incliner, là. Juste applaudir. Alors, je vais faire la fin de mon qui est parce que Ouais, j'avais ah non, là, rédigé. ouais, il m'a ça va trop vite. il m'a hein. tué dès le début. Donc, et c'est terminé en 1973. J'ai participé à 99 Grands Prix lors de ma carrière. Je suis toujours en vie et encore présent en quelques moments sur les médias ou les circuits pour assister à la Formule 1. J'ai piloté pour 3 écuries différentes, Owen Racing, Matra International et Tyrrell. J'ai 27 victoires en Formule 1 et 17 pole positions. J'ai déjà été sacré 3 fois champion du monde. Et depuis la mort de John Surtees le 10 mars 2017, je suis le doyen des champions du monde de Formule 1.
Ah, celle-là, je l'avais pas, par contre, le doyen. Après ma carrière de pilote, j'ai aussi été le directeur d'écurie, nommé Stewart Grand Prix avec mon fils. J'ai par la suite vendu l'écurie à Ford, qu'il a appelé Jaguar Racing. Mon nom est Jackie Stewart. Donc voilà, victoire. Écossais, il y en a pas beaucoup. Non, hein. il n'y en a pas Écossais, il y en a beaucoup. pas dans- beaucoup. Il y a Coulthard, il y a. Ouais, il y a- justement. Bah, du coup, Jim Stewart. Clark. Oui, Jim Clark Clark aussi. aussi. Clark Ouais, aussi. j'hésitais entre les deux. Mais Bah, je me suis dit, alors, Jim Quand il a Clark, dit 19- 39, j'ai pensé à Jim Clark. 1939. mais- J'ai hésité Ça à faire les Ça deux. fait trop tôt. Et après, je me suis dit qu'on allait parler de Jim Clark dans Lotus, donc ça allait peut-être Ouais. être un petit peu trop simple. Mais non, victoire écrasante de Ouais. Enzo, bravo. Félicitations aussi à Nolan qui a fait Fanny. Mais félicitations à François quand même. Non, et François Ouais, aussi, bien très mature, belle, hein. parce que les deux sacrées réponses. Donc voilà, c'est tout pour cette émission, ce hors-série. Merci à vous quatre pour vos chroniques un petit peu historiques. Merci donc pour vos histoires surtout. Merci à vous dans le chat. Merci de nous avoir suivis. Merci à Luc et à Léna, les deux personnes derrière la caméra ce soir. Restez connectés et gardez vos moteurs allumés. Et on se retrouve très vite sur 100% Paddock.